Donc, on va débuter. Donc, bonjour à toutes et tous. Je vous remercie d'être présents pour cette première session de formation. Donc, nous avons décidé pour cette année 2022 de vous proposer, à ceux qui veulent venir, un cycle Advanced de formation thématique au management. Et il nous a semblé utile de commencer par les OKR, puisque quelque part, en début d'année, quelles que soient ses responsabilités, on est amené à faire un peu de prospective, à se projeter, à se fixer des objectifs, des plans. Et il y a toujours une question, qu'on soit en équipe intégrée ou en équipe transverse ou en travaillant avec des partenaires, c'est comment engager l'équipe formelle ou informelle autour des OKR. Donc, on va voir un petit peu aujourd'hui rapidement, sur un temps d'une demi-heure, donc c'est difficile de rentrer dans des aspects très pratiques qui pourraient vous concerner, mais déjà essayer de définir ce que sont les OKR, un petit peu de voir un peu d'où ça nous vient, ces plans OKR. Ensuite, nous verrons comment on peut s'en servir, quels bénéfices on peut en tirer. Et puis également, on verra, je vous donnerai quelques conseils pour décliner ces OKR et puis quelques pièges peut-être à éviter. Donc pour commencer, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un plan OKR? Donc OKR, vous savez probablement tous, si vous êtes là, peut-être que vous êtes renseigné ou peut-être que vous utilisez déjà ces pratiques. Donc c'est un acronyme anglo-saxon pour Objective and Key Results. Donc objectif et résultats clés en français dans le texte. Bon, on en parle beaucoup depuis quelques années. C'est revenu un petit peu via les techs, mais bon, c'est un principe qui est finalement assez ancien et qui a émergé au milieu des années 50 avec l'un des grands gourous, si je puis dire, du management, qui est Peter Drucker, qui avait observé que souvent les managers dans les organisations, ils mesuraient leur performance plus à travers ce qu'ils pouvaient tirer de leur expérience dans l'organisation pour servir leur carrière, plus que finalement leur capacité à s'engager de façon conjointe pour l'organisation. Et dans cette perspective-là, pour engager les équipes, pour engager les managers, il a proposé un style de management, donc qui est le management par objectif, qui a essaimé dans l'industrie, notamment dans l'industrie pharmaceutique d'où je viens depuis les années 80, où on travaillait volontiers avec ce qu'en France on appelait des plans d'action ou des plans d'action partagés. Alors, le principe du MBO, ce n'est pas d'avoir un plan d'action dans son coin, c'est vraiment d'avoir un plan d'action partagé, mais également, il a de valeur uniquement si les objectifs sont co-construits avec les collaborateurs. Donc, on vient après avec les principes de collaboration que nous, on porte chez Advances et des principes collaboratifs qui sont assez installés aujourd'hui dans les standards du management. Bon, après, ces OKR ont eu un peu plus d'écho à partir du moment où des boîtes dans les années 80-90 comme Intel s'en sont saisies. Et puis après, par la suite, Google dans les années 2000 jusqu'à 2015, où on a vu après beaucoup de livres émerger. Bon, c'était plus facile de faire émerger les livres à partir du moment où on avait les réussites de Google et de se vanter qu'on avait pu qu'on ait pu accompagner Google à travers ce type d'outil. On ne demeure pas moins que c'est un outil qui est terriblement intéressant. Si on essaye de définir un petit peu le plan OKR, on peut reprendre une définition de Niven et Lamorté, qui disent, bon, évidemment, c'est une définition qui est un peu abrupte, et je ne pense pas que vous vous baladerez avec cette définition-là sur votre t-shirt l'été prochain. Eux, ils proposent comme définition qu'un plan OKR, c'est un cadre de réflexion critique, donc un framework, une structure, qui ne va pas être comme dans la gestion de projet où c'est assez subi, où on va être plutôt dans une démarche analytique. Et aujourd'hui, même dans les OKR, on amène beaucoup d'agilité et on remet en question les plans au fur et à mesure où on les réalise.
hein, comme le disait Mintzberg. On est moins sur une stratégie délibérée, c'est-à-dire où on a défini un point à un moment donné et coûte que coûte, on va y aller, que vers une stratégie qui est émergente, qui finalement va s'enrichir de l'expérience qu'on prend au contact de notre environnement au fur et à mesure qu'on déroule notre plan. Donc c'est un cadre de réflexion critique et une discipline continue, hein, puisque comme j'ai expliqué, il faut utiliser non pas les plans d'action, les plans OKR comme étant une règle, mais comme étant une voie à entreprendre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en équipe. Et donc en équipe, ça veut dire aussi que c'est un outil qui est terriblement efficace pour communiquer et puis pour engager finalement les équipes et nous garantir que finalement les équipes vont travailler ensemble, vont concentrer leurs efforts et apporter des contributions qui seront quantifiables, qui seront mesurables pour faire avancer d'un bloc l'entreprise. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, finalement on s'aperçoit que les plans OKR, c'est une méthode de management de plan d'action qui va reposer à la fois sur un système d'objectifs partagés, mais de résultats clés associés. Souvent, avec l'essor du fonctionnement en mode projet, on a été en déclinaison d'actions, de tâches, où on perd un petit peu le sens de ce qui est à réaliser et pourquoi on le fait. L'idée, là, c'est vraiment d'aligner les actions avec la stratégie ou voire plus largement au niveau des décisions, les aligner avec les décisions qui sont prises. Quand je dis plus largement avec les décisions qui sont prises, c'est-à-dire que les OKR peuvent être déclinés à partir de la stratégie d'organisation, hein, qu'on soit dans les organisations privées, publiques, ou dans l'économie sociale et solidaire, hein, puisque là, encore une fois, on voit qu'il y a des stratégies, il y a des plans associatifs également qui sont déclinés. Et quand je dis que c'est important de prendre en compte les décisions prises, c'est-à-dire que petit à petit, on peut décliner les OKR à différents niveaux de l'organisation et des managers qui sont à leur niveau peuvent se saisir des OKR pour faire fonctionner un centre de profit, pour réévaluer l'organisation et la mission de leur service, de leur unité, et donc verser sur des approches beaucoup plus opérationnelles en utilisant cet outil OKR. Alors pourquoi on utilise cet outil-là? Comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme c'était un petit peu la vision de Peter Drucker, l'idée c'est d'engager les équipes dans une logique de résultat, plus que dans une logique de moyens, comme c'est le cas souvent quand on est dans une logique de fonctionnement en mode projet. Voilà. Donc, finalement, les OKR, ça sert à quoi et à quel moment on va mettre en place des OKR, à quel moment on met en place des plans d'action, puisque on parle de projet, on parle de plan d'action, puis on a le business as usual aussi, hein, ce qu'on fait au quotidien. Donc, quand est-ce qu'on utilise les OKR? Finalement, on va utiliser les OKR pour tout ce qui va être finalement de l'ordre de l'amélioration d'un business, d'une activité, de la prise d'initiative, hein, quand on veut se démarquer, quand on veut être force de proposition, quand on veut amener quelque chose à son organisation, quand on veut l'enrichir, l'innovation ou le changement. Donc, un OKR, finalement, ça va être à partir du moment où on a une ambition qui est fixée, qui est bien claire dans notre tête, qui doit nous amener à passer d'une situation initiale qui n'est pas complètement satisfaisante, ou en tout cas qu'on soit très quitté, vers une situation satisfaisante et souhaitable que l'on veut atteindre, hein, sachant que cette situation qui est souhaitable, c'est quelque chose, c'est une projection, hein, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui reste virtuel tant qu'on ne l'a pas concrétisé. Par contre, ce qui est certain, c'est l'état, la situation de départ, hein, la baseline, là d'où on part, qui va être notre point de référence. Donc à partir du moment où on a cette ambition de passer d'un état initial insatisfaisant à un état souhaité qui serait satisfaisant, eh bien on va définir un certain nombre d'objectifs, de trajectoires qui vont nous aider à concrétiser notre ambition. Et chacun de ces objectifs, en fait, on va les décliner en résultats clés, on en dira un petit peu plus tout à l'heure, des résultats clés qui doivent concrétiser, qui doivent figurer que, effectivement, on a bien atteint notre objectif. Et ensuite, ces différents résultats clés vont être déclinés
en ce qu'on appelle des initiatives, qui peuvent être à la fois, en fonction du niveau où on se situe, qui peuvent être à la fois des actions, qui peuvent être peut-être des tâches dans certains cas, qui peuvent être également des projets que j'évoquais tout à l'heure. Donc on voit bien que ce projet, les projets, cette notion de projet vient nourrir le plan d'action. Donc tout ceci, à partir du moment où on a décliné nos objectifs en résultats clés, en key results, et les résultats clés en initiative, en fait, on va s'assurer, on va se donner toutes les chances, en tout cas, de créer un alignement et un engagement autour d'objectifs qui seront mesurables et quantifiables, plutôt que de donner des actions d'emblée derrière les objectifs qui seraient un peu parfois une lubie de notre part, parce qu'on a des certitudes, parfois un peu diffuses, typiquement lorsqu'on doit aller vers je sais pas, essayer de développer sa présence sur Internet, et on pourrait se donner comme action de se dire qu'on va faire des AdWords, qu'on va faire, on va travailler sur notre référencement naturel, qu'on va prendre un community manager pour développer notre présence sur les réseaux sociaux, peut-être même prendre une agence pour faire du gros hacking et pour développer notre performance. Mais c'est un tas d'actions qui sont diffuses, qui sont multiples, mais qui ne nous assurent pas qu'on pourra atteindre notre objectif qui est de développer notre présence sur l'Internet et d'accroître l'attraction de d'éventuels clients, par exemple, ou d'une communauté vers notre site. Donc, ce qui pourrait nous permettre, c'est de se dire que pour atteindre cet objectif de accroître l'attraction de clients sur Internet, eh bien, je vais je vais vouloir développer mon trafic et je vais vouloir augmenter de 50% mon trafic sur site. Je vais vouloir augmenter de 20% l'engagement des visiteurs de mon site sur différentes pages, et puis diminuer le taux de rebond, et ainsi de suite. Donc là, on est vraiment sur des choses quantifiables, et derrière, du coup, on va pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions, de tâches, voire même de projets, s'il y a un peu plus de densité, pour atteindre notre objectif. L'idée étant, bien sûr, que tout le monde aille dans le même sens, dans la même direction, que l'on ait des priorités claires et un rythme constant. Nous, on le voit même également dans notre structure, si on n'y prend pas garde, on a un tas d'idées qui foisonnent et on part dans tous les sens et finalement, on perd en efficacité parce qu'on ne se donne pas de priorités qui sont basées finalement sur des éléments qui soient objectivables. Okay. Ces OKR vont également nous fournir une certaine prévisibilité de notre positionnement stratégique qui finalement va être fonction de la hiérarchisation des priorités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a défini un certain nombre de priorités, ça nous renseigne clairement sur la position qu'on veut avoir dans notre environnement stratégique et ça nous donne finalement clairement une idée de là où on se situe par rapport à notre environnement concurrentiel et par rapport à notre territoire stratégique. Okay. Donc, ça a une utilité qui est vraiment très importante. Maintenant, sur le principe, objectif, key results, initiative, l'approche, elle est simple à comprendre. Par contre, on a parlé, l'idée, c'est d'engager les équipes. Et là, ça reste quand même toujours pas toujours simple à appliquer. Okay. Pourquoi ce n'est pas toujours simple à appliquer? Puisque, comme je vous l'ai dit, dans la logique du management d'objectifs, l'idée, c'est de co-construire les objectifs avec les équipes. C'est de les impliquer dans la rédaction et dans la définition des objectifs et des résultats clés. Et donc, du coup, ça sous-entend qu'il faut déjà avoir une équipe qui soit constituée. Donc, c'est un vrai sujet de développement pour l'équipe. On a Olivier de Villard qui nous propose différents stades de maturité d'une équipe avec la pseudo-équipe qui va de la juxtaposition d'individus, où on a des fonctionnements individuels, les gens sont les uns à côté des autres, donc ils ne travaillent pas forcément ensemble, ou encore quand on développe un groupe d'appartenance, on commence à avoir des moments, des rythmes et des modes conviviaux.
Nous, l'idée, c'est de passer au cran suivant, c'est à l'équipe authentique, où on a une équipe qui est constituée, déjà qu'on a une communauté d'objectifs, des pratiques communes, et qu'on se sente co-responsable de la réalisation des objectifs et de l'atteinte des résultats clés par les uns et les autres. Okay. Et si on regarde bien, ici, si je prends un surligneur, le plan d'action, l'élaboration du plan d'action, il apparaît dans le niveau D, où l'action est concertée et la coopération, l'action concertée et la coopération. Donc, si par hasard, vous souhaitez, on a construit un questionnaire qui permet de positionner son équipe et ça pourra vous donner un peu d'indication pour savoir où vous vous situez, mais il est bien certain qu'à partir du moment où on veut travailler en OKR, à partir du moment où on veut travailler en plan d'action, il faut déjà se situer au niveau des niveaux de maturité C et D. Okay. Donc, ce n'est pas en amenant un outil OKR, si on a une équipe qui a juste la superposition d'individus, qu'on va développer et engager les équipes. Okay. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu dans l'histoire, tous ces outils se sont développés à partir du moment où on a fait évoluer les organisations de fonctions et de formats assez hiérarchiques, assez pyramidales, assez industriel quelque part, comme c'était l'essence un petit peu du début du XXe siècle avec le taylorisme. Et à partir du moment où on a glissé petit à petit, comme chez Intel, comme chez Google, comme chez LVMH, comme d'autres grands groupes, et surtout Toyota qui a commencé à travailler sur les bases des fonctionnements en équipe autonome, qui se fixaient des propres objectifs et à qui on laissait la main sur le chemin à atteindre pour réaliser, concrétiser les résultats clés qu'ils avaient définis ensemble. Okay. Donc, voilà, aujourd'hui, on évolue vers des structures qui sont beaucoup plus organiques, où on a la nécessité de travailler en équipe. Donc, le fonctionnement en OKR, il avance et il s'implémente en même temps qu'on développe l'équipe. Alors, on a parlé de résultats clés, mais dans toutes les organisations, aujourd'hui, on a déjà des KPI, on a déjà des indicateurs. Est-ce que ce sont les mêmes que les Key Results des OKR? On va voir que finalement, dans l'organisation, dans les entreprises, on a deux domaines, deux temps. On a le premier temps qui est le domaine de l'organisation. Alors, si on se met au niveau d'une unité, au niveau d'un service, ça va être la raison d'être de cette unité, la mission qui incombe à cette unité, à ce service, qu'est-ce qu'on attend de cette organisation. Et du coup, à partir du moment où on connaît la raison d'être du service, ce service va décliner sa mission en un certain nombre d'activités à réaliser. Ces activités vont être déclinées en tâches qui vont être réparties sur une ou plusieurs personnes et finalement qui vont permettre à ce service, à cette unité, de produire des biens ou des services. Okay. Donc ça, c'est le domaine de l'organisation. Quand on parle d'OKR, on va le voir, on est plus dans le domaine de l'action. Le domaine de l'action, c'est-à-dire qu'en marge de notre volant du quotidien, de ce qui fait que l'on a été sélectionné, recruté dans notre entreprise à un poste donné, on a tout ce qui concerne le domaine de l'action. C'est-à-dire que tous les ans, on a 2-3 priorités qu'on se fixe au niveau d'un service, au niveau d'une unité, pour essayer d'améliorer un certain nombre de choses, de changer un certain nombre de choses, d'innover, d'essayer de se fixer un challenge, de se fixer un plus qui va permettre de progresser et de se développer. Ces priorités, elles vont être déclinées, elles vont être traduites en objectifs qui vont faire l'objet d'un plan d'action et pour lequel, finalement, qui doit nous mener, qui doit être le chemin qui doit nous mener vers le résultat final qui est escompté. Et donc, quand on est dans le domaine de l'organisation, on voit bien, même si on remonte au niveau de l'organisation, quand on est en mode de croisière, c'est mon petit bateau là, bien entendu, on a des tableaux de bord avec des indicateurs, mais ces indicateurs, en fait, ils nous donnent le pouls, ils nous donnent la santé de l'entreprise.
Et finalement, ils nous donnent une vision un petit peu rétroviseur et en permanence, ils nous fournissent des alertes pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Okay. Donc, si on prend un peu l'image d'une personne qui serait au volant d'une voiture, ici, les indicateurs, ça va être par exemple la jauge d'huile. Quand vous conduisez, vous ne regardez pas la jauge d'huile en permanence, sinon vous allez aller au tas, hein, clairement. Donc la jauge d'huile, elle va vous intéresser uniquement quand celle-ci elle clignote, quand elle vous alerte qu'il n'y a plus d'huile, auquel cas vous allez vous arrêter et vous allez remettre de l'huile. Okay. Donc, quand on est dans ce domaine de l'organisation en mode de croisière, avec des tableaux de bord, avec des indicateurs, finalement, ces indicateurs, ils vont nous servir à monitorer, à contrôler les activités, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, qui vont être déclinées en tâches, qui vont nous permettre de produire, en lien avec la mission de l'organisation. Et ça, c'est le volant du quotidien. Et monitorer et contrôler, vous le faites via vos KPI, hein, via vos indicateurs de gestion. On regarde ça. Lorsque vous êtes dans le domaine de l'action, vous allez mettre un focus, vous allez vous concentrer sur un sujet particulier, ou encore une fois, là, vous allez vouloir passer d'une situation initiale qui n'est pas complètement satisfaisante à une situation souhaitée qui serait satisfaisante. Et là, finalement, les indicateurs, il y en a aussi, ils vont vous donner un niveau d'avancement vers cette cible que vous vous êtes fixée. Okay. Et finalement, la réalisation d'actions, de projets qui correspondent à ces objectifs, ce sont des projets d'amélioration, qui servent des objectifs d'amélioration qui sont visés. Et finalement, tout ceci, ils vont être en lien, ils vont être connectés avec une ambition qui est plus haute, hein, qui sert la stratégie. Et donc là, effectivement, encore une fois, vous avez des indicateurs, mais ces indicateurs, finalement, qui sont les OKR, qui sont les Key Results, ils vont vous permettre de vérifier que vous améliorez quelque chose. Vous avez un niveau de résultat là, ici qui va être vécu comme un challenge, comme un plus. C'est quelque chose que vise l'équipe, hein, de façon conjointe, hein, et qui va se démarquer du strict quotidien. Okay. Donc, nous, ce qui est du domaine de l'organisation, on a coutume un petit peu chez nous, chez Advances, de l'appeler ce qui est notre ordinaire, hein, le volant du quotidien, et ce qui est du domaine de l'action, qui se démarque du strict quotidien, on va l'appeler l'extraordinaire. Et c'est ce qui nous permet de faire mieux, ce qui nous permet de nous challenger, ce qui nous permet de développer de la performance, et ce qui nous évite de ronronner en permanence. Okay. Donc finalement, on a un certain nombre de bénéfices à tirer de ces OKR. Et finalement, quand on s'astreint à mettre en place ce système au sein de son équipe, au sein de son organisation, ça peut être vraiment très vertueux. Ça peut être très vertueux parce que ça oblige à la focalisation et à l'implication. Hein, finalement, les OKR vont nous obliger, vont nous aider à choisir ce qui importe le plus. Il y a le vieil adage qui dit « choisir, c'est renoncer ». Avec les OKR, on est complètement dans cette démarche-là. De plus, les OKR, ils vont vous obliger, à partir du moment où vous avez décliné de façon méthodique, vous permettre de vous aligner avec la stratégie et faciliter la collaboration. Okay. Donc, ces OKR, à partir du moment où ils sont transparents, ils sont publics, ils sont connus de tous, et les résultats et l'atteinte et le déplacement de la situation initiale insatisfaisante à la situation souhaitée sont connus de tous, va permettre de renforcer la collaboration puisque ça resserre les rangs. Ça facilite également le suivi, hein, plutôt que d'avoir un tas d'actions qui soient diffuses et d'initiatives qui soient diffuses dans l'organisation. Ce système, ce management des plans d'action en OKR va nous aider à suivre notre progression et finalement à rectifier la trajectoire si nécessaire, parce que ces plans d'action, encore une fois, ils n'ont de sens qu'ils sont utilisés avec une certaine forme d'agilité. Et puis, bien entendu, hein, puisque c'est l'essence du management par objectif, c'est l'essence des OKR, c'est l'essence du plan d'action, c'est de nous amener à nous surpasser. Hein, on s'aperçoit qu'à partir du moment
où on se fixe un objectif qui est au-delà potentiellement de ce que l'on peut imaginer pouvoir réaliser, eh bien, on arrive toujours, sans forcément atteindre l'objectif que ce soit fixé, on arrive toujours à développer de la performance et à croître, et de façon un peu incrémentale, à se développer, à se former, à progresser. Donc, vraiment, les OKR vont permettre de réaliser ce qui semble impossible, au départ. Pour terminer, maintenant, on va voir, je vais vous donner quelques recommandations sur comment créer des OKR efficaces. Créer des OKR efficaces, ça nous amène à sortir de standards et de fonctionnement qu'on a eu avec le mode projet. Le mode projet, même s'il y a eu le développement de l'agilité au départ, on est vraiment dans ce qu'on appelle le waterfall, c'est avec les WBS où on cascade tout le projet de bout en bout et on essaye de prévoir le projet du début jusqu'à la fin. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a tellement d'éléments de notre environnement qui interfèrent dans le projet que finalement, on est rarement à la cible. Avec les OKR, c'est la même chose. Ici, on a Christina Vodke qui nous a proposé un petit peu ce modèle, où vous voyez une maison qui est construite d'un côté, mais pour laquelle on ne voit que la structure à droite. En fait, c'est l'image qu'elle a utilisée pour dire que en fait, ça ne sert à rien d'essayer de construire un plan une fois pour toutes, pour une année par exemple, puisqu'on a tellement d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte au cours de cette année que probablement tout ce que l'on avait prévu, on ne pourra pas le réaliser. Donc, l'idée étant qu'une stratégie qui est à moitié construite, finalement, va prendre en compte l'incertitude des prévisions, puisqu'on peut faire toutes les prévisions qu'on veut, mais on est dans un monde d'incertitude, et plus particulièrement ces dernières années, et il ne faut pas se mentir, les choses bougent tellement vite que rien n'est certain d'un trimestre à l'autre. Donc l'idée, la première des recommandations, plutôt que d'essayer de construire un plan sur toute l'année, c'est de créer un ensemble complet d'OKR déjà pour le premier trimestre. Donc vous fixez un certain nombre d'objectifs qui collent à votre ambition stratégique. Et par objectif, vous allez identifier 3 résultats clés que vous allez décliner en initiative. Donc là, pour le coup, on se sent bien confiant, puisqu'on a ça pour le premier trimestre. On sent que c'est difficile parce qu'on s'est challengé pour se développer, mais on sent aussi que ce n'est pas impossible. En même temps, on sent que c'est difficile, mais que ce n'est pas impossible, mais c'est assez compliqué déjà de se projeter sur le deuxième trimestre, le troisième trimestre et le quatrième trimestre. Donc, pour les 3 prochains trimestres, plutôt que d'essayer de tirer des plans sur la comète, avec beaucoup d'incertitudes, et de perdre du temps finalement à essayer de décrire une pièce pour lesquelles on ne connaît pas encore les acteurs, on ne connaît pas encore les ressources pour les décors et ainsi de suite, eh bien, moi je vous propose plutôt de mettre en place 3 projets d'objectifs. Donc malgré tout, vous vous donnez des projets d'objectifs pour les trimestres 2, trimestre 3, trimestre 4, mais ne vous attardez pas à décliner les key results pour les trimestres 2, 3 et 4. Attendez d'avoir pris l'expérience du premier trimestre pour vous projeter sur les trimestres suivants par la suite. Donc déjà, ça va vous permettre de mobiliser votre équipe sur le premier trimestre avec des priorités claires. Et puis c'est plus facile de se projeter sur un trimestre que sur une année complète, encore une fois, donc avec des priorités claires et des résultats attendus, des résultats clés attendus qui sont clairement exprimés et où chacun sent qu'il va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, qu'il va pouvoir apporter son niveau de contribution. Ensuite, si on regarde un petit peu la façon dont on doit imaginer les objectifs, les objectifs, ils doivent répondre à la question, c'est voilà, pour le premier trimestre, c'est qu'est-ce que l'on veut faire. À partir du moment où vous avez un petit peu en tête ce que vous voulez faire, il faut savoir construire avec vos équipes. Vous pouvez déjà faire un draft, un brouillon pour vous, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces objectifs
ce cap à prendre, il doit être inspirant, il doit être challengeant. Ça, c'est essentiel. Parce que si c'est pour faire la même chose qu'au quotidien, ben, ça ne vaut pas le coup de mettre en place un plan OKR qui, encore une fois, a pour vocation d'améliorer des choses, de changer des choses, d'innover sur un certain nombre de choses. Cet objectif, il faut qu'il soit appropriable, il faut qu'il soit contrôlable par l'équipe. Ça, c'est vraiment essentiel. Il faut qu'il soit tourné d'une certaine façon où l'équipe sent bien qu'elle a sa possibilité, qu'elle a la possibilité de contribuer sur cet objectif. Il faut qu'elle crée ouvertement de la valeur pour le business, pour l'activité de l'équipe, que ce soit une entreprise ou encore une fois au niveau d'un service ou d'une unité. Et il faut qu'il soit atteignable, il faut qu'il soit faisable. Et à ce stade-là, ça nous va bien s'il reste qualitatif, puisque il faut qu'il donne envie, il faut qu'il inspire, il faut qu'il challenge, mais en même temps, ce n'est pas là qu'on va dresser les standards et essayer de mesurer et de quantifier ce qu'il y aura à réaliser. Okay, c'est au niveau des résultats clés. Donc, quand on est au résultat clé par rapport à un objectif donné, vous allez vous poser la question, c'est comment saurons-nous si nous avons atteint notre objectif? Donc, le comment saurons-nous si nous avons atteint notre objectif? Là, pour le coup, vous êtes dans un certain nombre de résultats clés. Donc, encore une fois, la recommandation par objectif, c'est d'être autour de trois résultats clés à atteindre. Ces résultats clés, bien entendu, on parle de résultats, on parle de clés, donc ça doit être mesurable, ça doit être quantitatif. Ceux-ci doivent avoir un véritable impact sur l'objectif. La cible, elle doit être suffisamment ambitieuse pour qu'elle amène les gens à se mobiliser en équipe pour pouvoir l'atteindre. Okay, et il faut, pour le coup, comme je vous l'ai dit, pour qu'il y ait l'effort, il faut que ça soit difficilement atteignable. Pas impossible, mais difficilement atteignable. Et le dernier niveau, on a dit objectif, résultats clés. Et les résultats clés vont être déclinés en initiatives. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les initiatives pourront être des actions, des projets, des tâches pour atteindre la cible du key result. Voilà. Mais tout l'essence fonctionne dans l'identification d'un objectif qui soit aligné avec l'ambition, avec la stratégie, donc qu'est-ce qu'on veut y faire, et de bien décliner ces objectifs en résultats clés, en key results, c'est comment saurons-nous que nous avons atteint nos objectifs. OK ? Donc, après avoir ces différents niveaux de détail, on a vu que la problématique, une des problématiques dans la déclinaison d'un plan d'action partagé, d'un plan OKR, c'est savoir comment on va pouvoir les décliner, comment on va pouvoir mettre en œuvre dans notre organisation ce type d'outils. On a vu que déjà, il était essentiel qu'on ait bien une équipe qui soit constituée. Après, pour ne pas tomber dans les travers un petit peu du waterfall que j'ai évoqué tout à l'heure ou de l'effet tunnel des projets qui n'en finissent pas et autres, le meilleur moyen d'éviter une lente déclinaison, un lent cascading, excusez-moi de l'anglicisme, des objectifs dans l'organisation, le meilleur moyen, c'est de passer des OKR en cascade, donc comme on a à droite, qui sont risqués parce qu'il y a un effet de dilution, parce que lorsque vous prenez les OKR de l'entreprise, que vous les déclinez au niveau du département, qui va les décliner au niveau des groupes et qui va les décliner au niveau des équipes, vous vous retrouvez finalement, probablement, à avoir une dissolution de ces OKR qui n'ont plus de sens avec les OKR de l'entreprise. De plus, vous avez un risque, comme on a vu, comme on l'a connu dans les structures fonctionnelles, c'est que finalement, chaque entité fonctionnelle, on pourrait imaginer la R&D avec le marketing, avec les achats par exemple, chaque entité va avoir ses propres OKR qui finalement visent plus à développer la performance de l'unité, du service, de la fonction, plus que de servir la stratégie de l'organisation. Et le risque, c'est que vous créez, comme on l'a dans les structures en silo fonctionnelles, peut-être même des compétitions
entre les services, entre les départements fonctionnels. Alors là, j'ai dit des départements fonctionnels, mais ça peut être une départementalisation par business, ça peut être une départementalisation géographique. Et finalement, que ce cloisonnement, il ne sert plus l'organisation et les OKR, les objectifs et les résultats clés de l'entreprise. Donc nous, ce que nous recommandons, en tout cas, c'est dangereux quand on est dans des entreprises qui sont de taille importante. Si on a vraiment très peu de niveaux hiérarchiques dans l'organisation, si on est dans une petite boîte, ça peut s'entendre. Okay, mais à partir du moment où les entreprises commencent à se structurer, c'est risqué. Pour ces entreprises qui commencent à se structurer, nous proposons plutôt de travailler de façon un peu plus organique et que chacune des structures, quelque part, de l'organisation construisent leurs OKR à partir des OKR de l'entreprise. Okay, que ce soit une unité qui serait une équipe ou une unité qui serait un département. Okay, mais on doit toujours essayer d'être au plus près et de décliner les OKR d'une équipe au plus près des OKR de l'entreprise. Okay, en se posant la question, voilà, les OKR de l'entreprise sont là, c'est comment nous, en tant qu'équipe, on peut contribuer, qu'est-ce qu'on peut apporter, comment peut-on contribuer à développer ces OKR. Okay. Voilà. Donc, en synthèse, avant de terminer, donc on a vu que les objectifs n'ont pas besoin d'être très longs dans un premier temps, puisque c'est quelque chose qui doit amener et doit porter les équipes à amener un surplus d'énergie, hein, puisque ça les store du statu quo, ça les sort dans le standard. Hein. Il y a toujours un certain niveau de changement lorsqu'on met en place ce type d'objectif. Encore une fois, hein, pour passer d'une situation qui est plus satisfaisante à une situation souhaitée qu'il le serait, qui soit ambitieux, qui soit faisable, qui soit inspirant et qui soit qualitatif. Okay. Ensuite, on va développer des key results qui vont couvrir des résultats clés, qui vont couvrir les principales dimensions de l'objectif. Et ces résultats clés devront être, pour le coup, mesurables, quantitatifs, avec un vrai impact, et ça, il faut vraiment s'y attacher sur l'objectif. Il est vraiment nécessaire que la cible soit ambitieuse, difficilement atteignable, hein, pour mobiliser les énergies. J'aime bien l'idée un petit peu, pour ceux qui ont fait un petit peu de physique, on en a tous fait un petit peu, mais qui s'en souviennent encore à l'époque où ils étaient sur les bancs de l'école, c'est que pour faire de la lumière, hein, on va avoir un électron qui va être à un niveau de base, qu'on va stimuler avec de l'énergie pour aller l'amener à un niveau supérieur. Et naturellement, c'est la nature qui veut ça, il va avoir tendance, puisque ce niveau supérieur est instable, va vouloir revenir au niveau initial. Et en revenant au niveau initial, il va libérer une particule d'énergie qui est ce photon et qui provoque de la lumière. Quand on est dans le principe d'OKR, c'est la même chose, c'est qu'on part du statu quo, on va aller viser une situation qui est potentiellement difficile à atteindre, qui va demander un surcroît d'énergie, donc qui va demander la mobilisation de tous. Sauf que nous, une fois qu'on aura atteint ce surcroît et ce dernier niveau, ça sera notre nouveau standard et ça sera notre nouveau point de départ, point duquel on partira pour encore se développer par la suite. Mais ce qui est certain, c'est que cela demande toujours un surcroît d'énergie et ça demande toujours de quitter le statu quo. Donc, ça nécessite toujours un certain niveau d'acceptation de changement. Okay. Une fois qu'on a nos key results qui ont un vrai impact sur l'objectif, qui sont suffisamment ambitieux, voire difficilement atteignables pour mobiliser les équipes, et on va décliner ceci en action, en projet, en tâche, qui va être la contribution individuelle de chacun à l'effort collectif pour atteindre les résultats clés et pour finalement concrétiser l'objectif ou les objectifs que nous sommes fixés. Okay. Donc voilà, nous avons dressé un premier vernis aujourd'hui autour des OKR. On aura l'occasion de
probablement de décliner d'autres éléments avec des approches peut-être avec beaucoup plus d'exemples, mais déjà ça fixe les bases aujourd'hui de ce qu'on peut faire des OKR, comment et pourquoi on peut engager les équipes avec ces plans OKR. Si vous le souhaitez, vous pourrez revoir le replay de ce webinaire en allant sur le site adventis.com dans la rubrique ressources puis webinaire. Si vous avez des questions sur nos formats de workshop, d'ateliers ou nos coachings d'équipe pour développer l'équipe, vous pouvez vous adresser à nous à travers notre adresse mail formation@adventis.com. Et puis autrement, pour expérimenter les OKR dans notre application Adventis, vous allez directement sur notre site et vous pouvez créer une nouvelle, un compte gratuit pour expérimenter. Okay. Je vois que j'ai peut-être des questions. Pas de questions. J'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite une très, très belle fin de semaine et je vous dis peut-être à bientôt. Merci. Au revoir.